Avant de retrouver comme un jeudi sur deux le rendez-vous de la médiatrice avec aujourd'hui la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, dans l'actualité des idées, pourquoi le Japon nous fascine-t-il autant? Invité Richard Colas, auteur d'un dictionnaire amoureux du Japon qui paraît chez Plomb. Comme il l'écrit dans son introduction, aborder le Japon, c'est accepter de trébucher de paradoxe en paradoxe. Impossible de s'en dire spécialiste, d'ailleurs il ne le fait pas, mais amoureux, oui, sûrement. L'ancien président de Chanel Japon, passé par l'ambassade de France avant de rejoindre le privé, diplômé de l'INALCO, y vit depuis 50 ans. Bonjour à vous, Richard Colas. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. J'ai peut-être un élément de réponse. Pourquoi le Japon nous fascine autant? Peut-être parce que c'est un monde en soi, un monde à part. Il n'en existe aucun autre comme celui-ci, qui a su se protéger en partie des influences extérieures, tout en même temps en partageant sa culture. Un monde en soi? Tout à fait. Alors, c'est une île, c'est un chapelet d'îles. On dit que le Japon est en Asie. En fait, c'est un pays qui est en Asie, mais qui n'est pas d'Asie. Donc, c'est une géographie qu'il a posée là, mais il aurait pu le poser tout à fait ailleurs. Et effectivement, le Japon a toujours vécu en vase clos, puisqu'il a été fermé pendant près de 280 années, 300 ans presque, avant de s'ouvrir brutalement à l'Occident, forcé d'ailleurs par les Américains, qui voulaient en fait juste l'utiliser comme un point de ravitaillement en eau et en charbon pour leurs navires qui allaient vers la Chine. Donc c'est une géographie et c'est une histoire aussi. C'est une géographie, c'est une histoire. Alors, c'est une histoire très longue et très perturbée jusqu'à l'arrivée de la famille Tokugawa, n'est-ce pas, qui va verrouiller le Japon et qui va le tenir d'une main de fer jusqu'à l'ouverture, encore une fois, du Japon au milieu du 19e siècle. Ce qui est fascinant avec le Japon, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Ils n'ont pas besoin du reste du monde, en tout cas en apparence. Alors, vous avez assez raison. Ils ont eu quand même besoin de l'Occident, si vous me passez le mot, quand ils se sont ouverts au monde, parce qu'ils sont passés du Moyen-Âge, en moins de 60 ans, à l'ère moderne, et de façon ô combien brillante au début, puisqu'ils se sont battus contre les Russes, et ils ont vaincu la formidable armada russe, la marine russe, en 1903, alors que 60 ans plus tôt, ils n'avaient absolument pas de bateau de guerre. Vous avez une jolie manière de raconter le pays en disant qu'il s'est construit par strates, sans qu'aucune nouvelle strate n'efface jamais celle qui lui précède, en fait. C'est un millefeuille. C'est un millefeuille, c'est ce que je dis, et c'est un millefeuille où chaque strate est encore vivante, si vous voulez. Et ça a commencé très tôt, puisque au 5e siècle, des moines sont allés s'enrichir de la culture chinoise en Chine. Ils ont ramené beaucoup de choses. Ils ont ramené l'écriture, puisque le Japon était une langue parlée mais sans écriture. Puis ils ont ramené le bouddhisme. Et petit à petit, les strates se sont accumulées, y compris, bien entendu, jusqu'au 19e siècle et au 20e siècle. La dernière, vous la décririez comment? Qualifieriez comment cette dernière strate peut-être mise en place? Elle date de quand? La strate actuelle, c'est le Cool Japan, n'est-ce pas? Ce fameux Cool Japan qui est un peu le slogan du gouvernement japonais pour mieux faire connaître le Japon à l'étranger, que je trouve, moi, un peu désolant, parce que ce n'est pas la seule strate qu'il faudrait faire connaître à l'étranger. Mais en fait, je crois que la connaissance, et particulièrement en France, du Japon, est beaucoup plus profonde que cette juste Cool Japan, qui est un peu, à mon avis, réductrice. Vous avez d'ailleurs, vous, été subjugué dès le premier pied que vous avez posé là-bas. C'était en 71, vous avez alors 19 ans. Qu'est-ce qui vous a emporté? Eh bien, c'est leur civilisation. C'est leur civilisation, la profondeur de cette civilisation. Je ne parlais bien entendu pas un mot de japonais lorsque je suis arrivé la première fois. J'ai été extrêmement bien reçu, ça c'est un élément bien entendu, un facteur déterminant. Mais je me suis rendu compte que cette culture était tellement riche et tellement foisonnante que ce millefeuille avait en fait plus de 10 000 feuilles. Et c'est ce qui m'a donné envie de l'étudier et de l'éplucher, si vous me passez l'expression, feuille à feuille. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné en arrivant là-bas? Alors, lorsque je suis arrivé au Japon, on m'a dit, surtout petit, regarde-toi dans le miroir le matin, parce que tu verras que tu as les yeux bleus et les cheveux blonds et que tu ne deviendras jamais japonais. Et effectivement, on a, quand on débarque au Japon et qu'on est pris par cette civilisation, la tentation de ce qu'on appelle la tatamisation, c'est-à-dire de devenir plus japonais qu'un japonais. Et c'est impossible.
C'est impossible, tout simplement, parce que nous n'avons pas la même complexion, nous n'avons pas la même tête, si vous me permettez de dire ainsi. Moi, je retrouve ça encore aujourd'hui au quotidien, bien que parlant japonais couramment, il m'arrive, lorsque j'arrive dans un hôtel, je pose une question en japonais, on me répond encore en anglais. Mais même dans la tête, on est quand même très différent encore aujourd'hui aussi. C'est compliqué de vouloir jouer la carte de l'assimilation au Japon. Tout à fait, tout à fait. Je pense, moi, que l'assimilation n'est pas possible. Par contre, la compréhension, bien entendu, l'est. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses que vous avez le sentiment de ne pas comprendre, qui vous échappent, ou après toutes ces années, vous avez le sentiment d'avoir plutôt bien cerné ce pays. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple, c'est la cérémonie du thé. Il y a une vingtaine d'années, j'ai construit un pavillon de thé dans notre maison à Tokyo, près de Tokyo, pour mon épouse, dont la grand-mère était maître de cérémonie du thé. Elle-même fait la cérémonie du thé. Et quand j'ai voulu commencer la première cérémonie de thé, elle m'a dit « mais ce n'est pas possible, tu ne te rends pas compte, c'est compliqué, etc. » Et donc, je suis parti étudier la cérémonie du thé. Et je me suis aperçu au bout d'un an que j'aurais dû commencer il y a 40 ans et non pas il y a 20 ans. C'est tellement profond. C'est tellement compliqué et tellement profond. Alors c'est intéressant ce que vous racontez aussi dans ces strates qui se sont mises en place. C'est que quand on a des premières représentations du Japon, quand les journaux français, des hebdomadaires, et ils sont nombreux ces derniers temps, font leur une sur le Japon, on voit toutes ces couches avec sûrement certains stéréotypes s'additionner. Ça va du cerisier en fleurs, au sushi, à la femme en robe traditionnelle, à toute la culture manga qui aujourd'hui nous a envahi, et c'est une bonne chose. Ce que l'on en sait, c'est ce que l'on en voit, en fait. Dessins animés, mangas, jeux vidéo. La culture japonaise s'exporte, on y revient. Hora, あれが小学校だよ。千尋、新しい学校だよ。結構綺麗な学校じゃない。Ah, j'ai dû tourner trop tôt ou trop tard. Hé, mais ce chemin de terre y conduit peut-être. Attention, tu sais que c'est toujours comme ça que tu te perds. Allons voir un peu plus loin. Ah, t'as vu toutes ces petites maisons? Oui, ce sont les temples où vivent les esprits. Tu vas beaucoup trop vite, chérie, arrête! Un tunnel. Goldorak, bouge! 金にも出世にもならん難しい戦があるんだついてくるかはいやりましょういや片付けないジジ帰ってきたのねジジブラボーGoldorak, le voyage de Chihiro, les 7 samouraïs, Mario, beaucoup de références évoquées ici. La culture, c'est assurément un élément de soft power, certain, fort pour le Japon et assumé. Tout à fait. En fait, ce que vous décrivez, c'est la culture visuelle du Japon. Vous parliez tout à l'heure vous-même du fait que tout ça sont des éléments visuels. Je vous disais tout à l'heure que les Japonais, quand ils m'entendent parler japonais, me répondent en anglais. Pourquoi ? Parce qu'ils me voient avant de m'entendre, ce qui est assez paradoxal. Et en fait, si vous regardez bien dans toute la culture et toute l'histoire du Japon, les mangas, en fait, viennent des estampes japonaises, par exemple. Et le visuel au Japon est très, très puissant. Pourquoi ? Parce que on a adopté l'écriture de la Chine au début, et puis que petit à petit on l'a transformée de façon à pouvoir garder le langage japonais en adoptant notamment les idéogrammes. Et les idéogrammes, c'est de la visualisation des choses avant que ce soit sonore. Alors, sur cette mode aussi du manga, du dessin animé, on évoquait là le film d'animation en première partie avec Mamoru Hosoda. En France, les mangas cartonne depuis quelque temps, spécialement. Plus de 20 millions d'exemplaires commercialisés, des ventes qui ont progressé de 124%. Ça ferait rêver n'importe quelle maison d'édition sur un an. Ça, c'est ce que nous rapportent des chiffres rapportés par le quotidien Les Échos. Une BD sur 2 vendue en France est un manga, des livres, des séries. Tout ça est très addictif aussi dans la manière dont ces récits sont mis en forme. C'est un phénomène générationnel pour vous, Richard Colas ? Alors, les mangas existent au Japon depuis toujours. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure des estampes japonaises. On pourrait parler un peu des estampes érotiques d'ailleurs, qui à l'origine s'appelaient aussi des warai-e, c'est-à-dire des choses regardées en riant. On les regardait en famille. Et c'était dans une seule estampe, il y avait toute une histoire. C'est que vous aviez bien entendu l'aspect érotique, mais vous aviez des petits personnages qui commentaient. Donc en fait, les Japonais ont inventé la BD, si vous me
permettez de le dire. Et nous sommes Français très très intéressés par cette expression, et il était tout naturel que la France devienne le deuxième pays au monde à lire les mangas japonais. Le premier étant le Japon. Pardon ? Le premier étant quoi ? Le Japon ? Le Japon, oui, bien sûr, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les histoires que nous connaissons en France, parce que la BD est beaucoup plus large au Japon que ce que nous connaissons en France, touchent le public français parce qu'il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup d'histoires qu'on comprend avec le cœur. Et ça parle d'une jeunesse aussi, ça parle de cette génération-là. C'est une vraie porte d'entrée sur la culture japonaise pour nous, tous ces mangas, ces films d'animation. C'est pas juste des produits culturels formatés, marketés pour l'étranger alors. Ah, pas du tout, non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est juste, c'est repris pratiquement tel quel, traduit très souvent extrêmement fidèlement. Par contre, vous dites que c'est une porte d'entrée, et ce serait dommage que cette porte d'entrée devienne une revolving door, c'est-à-dire qu'on en ressorte sans aller plus loin. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure du millefeuille, il y a 999 autres feuilles à découvrir. Mais vous dites aussi c'est une porte d'entrée, en tout cas c'est un univers qui n'est pas aussi homogène qu'on peut l'imaginer. Vous évoquez cette série One Piece, la série la plus vendue de tous les temps, 23 millions d'exemplaires vendus en France depuis sa parution en 2000. Ça raconte un univers qui n'est pas simplement celui des jeunes filles en fleurs. On est dans un univers qui est beaucoup plus truculent parfois dans certains mangas ou séries animées japonaises, où la violence aussi a sa place, où ça questionne énormément la place de la famille dans le pays et la culture qu'on peut avoir. Tout à fait. Les mangas japonais sont truffés de flatulences, de rots, de gros mots, d'expressions, d'onomatopées absolument brutales et de personnages qui sont tout à fait incroyables et qui sont d'ailleurs assez liés en fait au shintoïsme. Le shintoïsme étant la religion du pays et unique à ce pays, qui comprend ce que les Japonais appellent 8 millions de dieux ou une myriade de dieux. Autrement dit, vous avez des dieux dans tous les coins. Et ces dieux sont souvent truculents, sont souvent des bons vivants. Et vous les retrouvez dans les mangas, notamment dans One Piece, qui est très... Les personnages sont tout à fait colorés et extraordinaires. Alors le shintoïsme, vous le disiez, il n'existe qu'au Japon. C'est une croyance animiste, très en lien aussi avec la nature. Est-ce que vous diriez que les Japonais ont compris avant tout le monde qu'il faut aujourd'hui composer avec elle ? Oui, vous savez, le Japon vit sur ce qu'ils appellent le dos du poisson-chat. Et ce poisson-chat se réveille très souvent avec des tremblements de terre, avec des éruptions volcaniques, avec des tsunamis, comme on a vu en 2011, et puis plus souvent des inondations, des glissements de terrain, etc. Donc les Japonais ont dû apprendre à composer avec cette nature, qui par ailleurs est extrêmement belle. C'est probablement le Japon un des plus beaux pays au monde, avec une culture, avec un foisonnement extraordinaire d'arbres, etc. Et donc, en fait, tous ces dieux, ils sont partout. Vous avez un dieu très important qui est dans les arbres. Vous avez un dieu pour la pierre. Vous avez des dieux dans la maison. Et c'est, en fait, l'animiste vient de là, vient du fait que la terre japonaise est dure à vivre, tout en étant extrêmement belle. C'est ce qui vous a plu, vous, Richard Colas, dans le cinéma, notamment notre invité de la première partie, Mamoru Hosoda, cette délicatesse des sujets qui, dites-vous, traite à la fois dans un monde familier de tous ces univers parallèles que les Japonais savent imaginer, auxquels ils savent croire, de ces failles spatio-temporelles et des passages entre la vie quotidienne et le surnaturel. Tout ça, on le retrouve dans son cinéma. Et la question de la famille aussi, dans Mirai, ma petite sœur, notamment son précédent long métrage. Tout à fait. Ces passages entre le naturel et surnaturel, c'est, j'oserais dire, naturel pour les Japonais. D'ailleurs, vous le retrouvez chez Murakami Haruki, qui est également, et ce n'est pas un hasard, une des ventes les plus importantes au monde est en France. Ensuite aux États-Unis. Pour les Japonais, en fait, tout ça vit ensemble. On côtoie toutes ces déités, je dis plutôt déités que Dieu, n'est-ce pas, au quotidien. Les fantômes sont présents, et donc tout ça vit en bonne harmonie. Murakami, il a son entrée dans le dictionnaire amoureux du Japon que vous publiez chez Plomb aujourd'hui, Richard Colas. Pourquoi est-il, sans aucun doute pour vous, l'auteur japonais contemporain aussi le plus important, pas simplement le plus lu, mais aussi le plus important ?
Alors, je ne sais pas s'il est le plus important. Je crois que son monde, étonnamment, n'est pas très japonais, en fait. C'est un monde que les Occidentaux peuvent comprendre très, très, très bien. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est très lu. Je suis un peu cynique quand je dis Murakami Haruki n'aura probablement jamais le prix Nobel de littérature. Mais en fait, son écriture est celle probablement qui nous permet d'apprécier le plus facilement le monde du Japon contemporain. Encore une fois, on est encore dans la culture du cool Japan et presque du kawaii Japan. Le kawaii, ça veut dire mignon, qui est quelque chose qui ne porte pas à conséquence. C'est pour ça que vous prenez le risque, vous, de vous prêter ou d'encourir un lynchage de la Légion des arokistes français, en disant que pour vous, voilà, il a une littérature qui est un peu trop marketée pour l'international et que probablement l'Académie suédoise du Nobel partage cette idée avec vous. Encore une fois, Murakami est formidable à lire, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette porte d'entrée dans la littérature japonaise et qu'il y a tellement d'auteurs qui méritent qu'on les rencontre, y compris chez la jeunesse française qui est harukiste. Alors citez-en un ou deux. Alors, c'est très compliqué. Je cite des auteurs qui sont en fait aujourd'hui considérés comme des classiques. Je pense à Tanizaki Junichiro. Je pense également à Kawabata Yasunari, qui sont des auteurs qui ont vécu à cheval sur le 19e siècle, la fin du 19e siècle et le 20e siècle, et qui ont vécu le passage du 19e siècle au 20e siècle extrêmement brutal que le Japon a connu, avec des tiraillements absolument extraordinaires. Par exemple, Natsume Soseki brocarde ces hommes qui sont en kimono mais qui portent des guêtres et des hautes formes. Et pour lui, c'est l'expression même de ce déchirement qu'il y a entre un Japon encore classique et le Japon moderne qui parfois arrive à être ridicule dans sa recherche de la modernité. Ces auteurs sont extrêmement profonds et permettent de mieux comprendre l'âme japonaise. On peut retrouver la même ambivalence ou complexité dans le cinéma japonais. Vous lui accordez aussi une large part. On peut se tourner vers une culture plus classique, comme le cinéma d'Ozu, bien sûr, qui en s'exportant raconte lui aussi le quotidien du pays. Ce que vous dites même, les subtilités de l'âme japonaise. Il a cette force-là, à travers des micro-détails, des situations extrêmement simples, d'en dire plus long que n'importe quel haïku. Tout à fait. Alors, une chose qui a beaucoup choqué les Occidentaux quand ils sont arrivés au Japon, c'est que la nudité chez les Japonais était quelque chose de tout à fait naturel. Étonnamment d'ailleurs, quand vous regardez dans l'histoire de l'art du Japon, la nudité n'est pas représentée, comme elle l'est par exemple dans la statuaire grecque ou même au Quattrocento chez nous. Et par contre, les Japonais étaient très choqués de l'expression des sentiments par les étrangers. Un auteur japonais, par exemple, décrit une situation où un couple d'Allemands se retrouve après une catastrophe naturelle, d'ailleurs, un typhon, et ils s'embrassent en pleurant, etc., etc. Et les Japonais sont extrêmement choqués parce qu'ils disent les sentiments ne doivent nous appartenir qu'à nous. Et par contre, ils étaient extrêmement choqués que les Américains puritains et les Occidentaux trouvent que la nudité soit quelque chose d'inconcevable. Alors que pour les Japonais, le corps, finalement, est le même pour tous. Oui, où est-ce qu'on place la pudeur et l'impudeur, c'est aussi ça. D'où notre perception de l'impudeur des Japonais et leur perception de notre impudeur. De la nôtre, oui. On peut se tourner vers un autre cinéaste, peut-être le plus hollywoodien des réalisateurs, des cinéastes japonais, qui est Akira Kurosawa, le réalisateur des 7 samouraïs. Là, lui, il a su aussi, un peu à la manière de Murakami, vous trouvez s'adapter quand même à un public international. Qu'est-ce qu'il nous raconte comme Japon à travers ses films ? Kurosawa, je ne pense pas s'adresser à un public international. Ces films étaient faits pour le public japonais. Ils nous ont touchés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous teintés d'un fort humanisme. Vous parlez des 7 samouraïs, mais je pense à Barberousse, par exemple, qui est l'histoire de ces 2 médecins qui sont tous les deux déchirés par la façon dont on doit gérer les malades, et ce sont des choses qui sont très compréhensibles pour des Occidentaux.
Et puis, il y a ce film merveilleux que je recommande à toute personne qui veut voir un peu plus de Kurosawa. C'est Dersu Uzala, qui paradoxalement n'est pas un film sur le Japon, puisque c'est l'histoire d'une personne qui est en Sibérie au XIXe siècle, qui est tirée d'un roman de Vladimir Arseniev, qui avait été envoyé en Sibérie pour faire des relevés topographiques et qui avait rencontré cet homme, Dersu Uzala. Et c'est d'ailleurs considéré probablement comme la première histoire à tendance écologique. Et Kurosawa en a tiré un film d'un humanisme absolument bouleversant que je recommande à tout le monde parce que il dévoile un peu son âme japonaise au travers de cette histoire. Alors on pourrait citer bien d'autres films, et vous parliez d'écologisme, bien sûr tout le cinéma de Miyazaki, ou encore aussi celui d'une jeune génération comme Naomi Kawase. On se souvient de son voyage à Yoshino avec Juliette Binoche au cœur de la forêt dans ce film-là. Mais le Japon fascinait bien avant aujourd'hui, on y retourne. Dirigeons-nous vers le théâtre Kabuki, où les amateurs de divertissement populaire nous ont devancés. Ici, le maquillage joue un rôle très important. Le héros, Gongoro, est le principal rôle masculin, tandis que celui-ci interprétera le principal rôle féminin, le théâtre Kabuki n'admettant aucune femme dans sa troupe. Ces lignes épaisses sont le symbole de la force et de la virilité. Par contre, ces touches de rouge appliquées au coin des yeux représentent la délicatesse et la féminité. La lèvre supérieure est finement dessinée, tandis que la lèvre inférieure est épaisse, peinte d'un rouge écarlate. Les perruques sont confectionnées avec des cheveux véritables. Cette perruque, qui pèse plus de 10 kilos, est encore portée de nos jours par les mariées japonaises. Tandis que Gongoro a encore besoin de la poigne de ses 3 habilleurs pour le sangler dans son costume lourd et encombrant, les acteurs féminins sont prêts. Ne dirait-on pas de véritables geishas ? Vous noterez le ton, Richard Colas, de la journaliste qui décrit, qui raconte et qui semble aussi fascinée par ce qu'elle est en train de voir. C'est pas facile à transmettre aussi cette culture-là. Et pourtant, les arts de la scène, ils sont extrêmement importants. Là encore, ça passe par le visuel, d'ailleurs, comme on l'entendait. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le kabuki était en fait une expression tout à fait populaire du théâtre et a été totalement adoubé par le bas peuple, si vous me passez l'expression, avant même que ça ne devienne un art avec un esthétisme absolument extraordinaire. Je voudrais citer une petite anecdote à ce sujet. Nous connaissons tous Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil. Eh bien, Ariane, en fait, a découvert sa vocation en se promenant au Japon dans une petite ruelle où elle voit dans la rue un monsieur qui distribue en kimono, qui distribue des petits programmes. Et elle comprend plus ou moins qu'il faut revenir un peu plus tard. Elle achète son billet et elle voit que c'est le même personnage. Et là, quand elle est dans le petit théâtre, c'est un théâtre de kabuki, qui est sur scène ce même personnage. Et en fait, elle va revenir et revenir et revenir. Et c'est de là que va naître sa vocation et sa forme théâtrale, qui est de rapprocher beaucoup le public de ces acteurs. Lesquels acteurs vendent aussi les billets, donnent les repas aux gens pendant la pause, etc., etc. Et le kabuki, en fait, est une forme extrêmement populaire de théâtre. Vous avez le hanamichi, qui est cette extension de la scène, qui passe au milieu, sur le côté gauche de la salle. Et puis la salle participe. C'est-à-dire que quand un acteur fait une belle performance, eh bien, on crie. On lui dit, on est d'accord avec toi, c'est bien ce que tu fais. On fait beaucoup plus qu'applaudir, d'ailleurs. Et c'est cette forme de théâtre qu'Ariane a reprise et qu'on peut voir aujourd'hui à la cartoucherie de Vincennes. Et puis il y a tous nos auteurs, Ariane Mouchkine en fait partie, nos auteurs, nos metteurs en scène qui sont allés là-bas et ont rapporté leur vision du Japon, leur propre expérience aussi, de Roland Barthes à Pierre Loti, de Nicolas Bouvier à Amélie Nothomb. Ils ont tous tenté de décrire cette culture d'initiés ésotérique, exigeante, secrète. Vous le dites, la culture japonaise, peut-être tout ça à la fois et en même temps s'ouvrir à l'étranger, voyager.
Pour conclure, Richard Colas, est-ce que vous diriez que le Japon, qui est quand même très marqué par cet esprit, ce caractère insulaire que vous évoquiez au début, porte quand même encore les traces aujourd'hui fortement de cette isolation qu'il a connue pendant tant d'années? La tentation d'isolationnisme au Japon existe encore, tout à fait. Le Japon a tendance à se refermer dès qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, une chose qui est intéressante, ce sont les otaku. Les otaku, en fait, c'est une expression personnalisée de ce refermement des Japonais sur eux-mêmes. Ce pays, effectivement, a souvent la tentation de se refermer. Oui, c'est un mal. Se refermer aussi, un mal que le pays essaye de combattre, cette jeunesse qui reste enfermée chez soi et dans la cellule familiale et qui n'ose plus franchir la porte. C'est peut-être une image, une allégorie de ce que vit parfois le pays. Vous en parlez amoureusement, Richard Colas, dans ce dictionnaire amoureux du Japon qui paraît chez Plomb. Merci beaucoup d'être venu autour de cette grande table des idées. Merci. Merci à vous.